C'est parti, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur la communauté ManageEduc que vous connaissez. Nous avons un webinaire ce soir sur la formation, comment faire de l'établissement le premier lieu de formation. Et on a la chance et le plaisir d'accueillir François Louveau. Donc moi je suis Laurent Kaufmann, je vais faire le lien entre vos questions et puis les interventions de François et donner un petit éclairage. Je suis principal d'un collège en éducation prioritaire et très intéressé par les questions de formation. Voilà, mais je vais laisser François se présenter et faire une présentation un peu générale de la problématique pour qu'ensuite on aille un peu ensemble au cœur du sujet. Merci à tous. François, c'est à toi. Merci Laurent, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je remercie à ManageEduc de donner l'occasion de dialoguer avec vous, d'échanger avec vous, parce que c'est très riche pour moi. Je ne risque pas de vous donner des solutions ou encore moins de vous donner des leçons, simplement partager un petit peu quelques expériences, quelques intuitions et aussi quelques convictions sur la formation. Je suis inspecteur général honoraire, il faut l'ajouter, ça veut dire que mes propos n'engagent que moi et pas l'institution, heureusement pour elle. Qui suis-je et pourquoi suis-je là ? J'ai eu le privilège d'être professeur pendant 30 ans, en classe préparatoire littéraire, professeur de géographie, partie de ma carrière que j'ai terminée au lycée Henri IV à Paris. Et ensuite, j'ai été pendant 11 ans inspecteur général de l'éducation nationale, avec pas mal de responsabilités, mais 3 précisément qui expliquent ma présence aujourd'hui. J'ai été pendant pratiquement 2 ans correspondant académique de l'inspection générale à Besançon. Vous savez que auprès de chaque recteur, il y a un inspecteur général qui représente en quelque sorte les inspecteurs généraux. Et c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré beaucoup de chefs d'établissement, que j'ai pu aussi participer à plusieurs réunions de bassin, et c'est un élément qui m'a beaucoup marqué. On y reviendra sans doute. J'ai été ensuite, en 2011-2012, coordonnateur d'une mission sur l'offre de formation des universités pour les métiers de l'enseignement, donc un volet intéressant. Ce qui fait qu'ensuite, de 2013 à 2016, j'ai été chargé par les ministres de l'époque, enfin il y en a eu pas mal entre 2013 et 2016, d'une mission sur la mise en place des écoles supérieures du professorat de l'éducation, donc les nouvelles écoles de formation des enseignants du premier, du second degré, les conseillers principaux d'éducation. Ensuite, je suis revenu à l'inspection générale, et à l'inspection générale, j'ai assuré le pilotage des assises de la formation continue, donc une grande réunion organisée par l'inspection générale avec de multiples partenaires, qui a permis d'une certaine façon de lancer la nouvelle procédure de formation continue des enseignants. Et on reviendra sur ces éléments-là parce qu'elle implique considérablement maintenant, potentiellement, les établissements et donc les chefs d'établissement. Enfin, parce qu'ils pensaient que je m'ennuierais à la retraite, donc sans doute en 2019, j'ai été nommé copilote avec Marie-Danielle Campion, que peut-être certains connaissent, qui était la rectrice de Clermont-Ferrand, de Rouen, de Clermont-Ferrand, de Lyon, donc du comité de suivi de la mise en place des instituts supérieurs nationaux du professorat de l'éducation, des INSPE. Donc, après m'être occupé des SP, je m'occupe des INSPE. Donc, il y a une certaine longévité dans tout cela. Ça veut dire que dans tous ces sujets-là, vous l'avez compris, la place de l'établissement comme lieu de formation est posée, clairement posée. Et c'est relativement nouveau pour la formation continue. On y reviendra un peu plus ancien pour la formation initiale. Et très vite, il me semble que la place des établissements est officiellement reconnue aujourd'hui dans les textes. Deuxième point, la mise en place concrète, c'est vous qui en avez la charge essentielle et Dieu sait qu'il y a peu d'éléments pour vous aider à cela. Et il me semble que globalement, tout cela pose un double sujet. D'une part, comment monter une politique d'établissement pour la formation. Et là, ça implique les relations en particulier avec les enseignants, mais aussi avec les autres partenaires et les autres personnels de l'établissement. Et puis, deuxième question, fil rouge peut-être, comment articuler une politique d'établissement, une politique académique et une politique nationale. Parce que finalement, les 3 échelons existent et la coordination, la conjonction des 3 est sans doute un des éléments délicats de la mise en œuvre, surtout que ça heurte un certain nombre de conceptions habituelles sur ce qu'est l'éducation nationale. Voilà, Laurent, merci. D'abord, effectivement, c'était important qu'on ait ce panorama et une vision à la fois organisationnelle et historique.
Merci François de rappeler ça et de montrer qu'il y a une évolution et une prise en compte de la nécessité de formation. On démarre évidemment dans cette logique chronologique sur la formation initiale pour ensuite on ira plus au cœur de la formation continue et de ce qui peut être décliné en établissement. Je vous rappelle, vous le savez, hein, pour les membres de la communauté, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Guénolé qui est en coulisses me fait aussi des recommandations. Et on a vu que déjà il y a quelques réactions ou quelques commentaires. Mais du coup, voilà, on souhaitait problématiser les choses en partant d'une formation initiale, puisque qui que nous soyons dans l'institution, et d'ailleurs quand on devient personnel de direction ou qu'on devient inspecteur, on change de corps, on mute, mais on est formé. On a une formation initiale et une formation continue. Donc peut-être que je dirais un mot sur la formation initiale des personnels de direction, mais peut-être voilà, repartir de la présentation que tu viens de faire enfin en tout cas ça montre bien l'évolution et la problématisation qui se pose à nous. Oui, alors j'ai été aussi chargé à un moment de la formation des inspecteurs généraux. Ça, donc, décidément, on n'en sort pas. Bon. Dans la formation initiale, vous le savez, on en est à la 5e réforme en 30 ans de la formation, avec finalement toujours le même point d'achoppement qui explique que les réformes se succèdent. C'est le lien entre la formation universitaire d'une part et le terrain d'autre part. Avec, vous le savez, quelquefois des oppositions que moi je juge totalement stériles, mais c'est personnel, entre le scientifique d'un côté et le professionnel de l'autre, ou entre les formateurs et les employeurs. Tant qu'on en reste dans ces oppositions-là, de toute façon, on n'avance pas. Ça veut dire que la reconnaissance pleine, entière et véritable du rôle de l'établissement est la difficulté autour de laquelle tournent les difficultés de la formation initiale, je vais y arriver. Pour reprendre seulement la dernière étape, après les UFM, la masterisation, les SP, donc pour les INSPE, la réforme des INSPE a conduit à des contenus plus homogènes. On reprochait aux SP que dans chaque académie, finalement, les SP avaient trop d'autonomie. Deuxièmement, et ça vous concerne directement, ça nous concerne directement, la réforme tente à donner une place plus importante aux professionnels de terrain. Professionnels de terrain, ça veut dire les enseignants, mais ça veut dire aussi les chefs d'établissement, et en particulier le nouveau concours qui va commencer dans quelques jours, parce que la Covid a évidemment entraîné pas mal de retard dans la mise en place de la réforme, après la vote de la loi. Donc dans le nouveau concours, il y a désormais une épreuve à l'oral, qui est une épreuve qui doit témoigner de la connaissance, ou dans laquelle le candidat doit témoigner de la connaissance de l'établissement, des réalités de l'établissement. Ça veut dire donc qu'en bonne logique, il devrait y avoir des chefs d'établissement ou d'autres personnels dans le jury, ce qui est un certain changement par rapport aux pratiques actuelles, surtout du second degré, évidemment. Troisième point essentiel, les stages en établissement. Les stages en établissement sont en théorie un lieu essentiel de la formation initiale des enseignants. Avec deux idées forces pour les stages d'établissement. Établissement et école, vous avez tout à fait raison, bien sûr, excusez-moi. Voilà. À chaque fois que je dis établissement, vous comprenez établissement et école et croyez bien que c'est pas du mépris de ma part. Donc, école et établissement, deux idées forces. La première, dans l'esprit des textes, c'est que le stagiaire doit découvrir ce que c'est qu'un établissement ou une école. Et une école. Ça veut dire que l'équipe de direction ou le directeur et ses principaux adjoints ont un rôle important à jouer dans l'accueil et la formation même du stagiaire. La deuxième idée de tout cela, c'est que la présence des stagiaires dans un établissement ou dans une école doit être une chance et pas seulement une charge. Alors que ce soit une charge, ça je pense que vous en êtes tous parfaitement convaincus. Les problèmes d'emploi du temps et autres sont complexes, mais en même temps, l'idée de la réforme, et c'était déjà l'idée de la réforme des SP, c'est que la présence d'un stagiaire dans une école ou dans un établissement doit être une occasion de réfléchir aux pratiques pédagogiques et aux pratiques collectives de l'équipe lorsqu'il y a dans un établissement une équipe. L'idée que le stagiaire, finalement, tutorer un stagiaire, c'est réfléchir à ses propres pratiques et à les expliciter, mais en même temps, le stagiaire lui-même arrive avec une expérience très différente, peu d'expérience ou pas d'expérience, des idées,
On peut imaginer aussi que les stagiaires à plusieurs, par exemple, puisqu'ils ont un mémoire de recherche à faire dans leur master, puissent, pourquoi pas, partir d'une problématique qui aurait été définie dans l'établissement et puissent apporter à ce moment-là à l'établissement leur éclairage personnel. Donc, c'est vraiment ça l'idée, hein, c'est-à-dire que c'est pas simplement un stagiaire qu'on va poser dans un établissement ou un contact qui se fera seulement entre le stagiaire et son tuteur. C'est une façon possible pour un établissement ou pour une école de réfléchir à ses propres pratiques et de faire évoluer ses propres pratiques, en particulier peut-être les pratiques aussi de ceux qui ne sont pas eux-mêmes tuteurs. Et puis peut-être d'essayer de développer un esprit de travail en équipe, parce que ce n'est pas forcément toujours évident que le travail se fasse en équipe dans les disciplines. Enfin, l'établissement est aussi concerné, et ça, vous savez par cœur, par la multiplicité des stages et des stagiaires, parce que finalement, vous avez les stagiaires en Master MEF, vous avez aussi les stagiaires qui vont réussir le concours sans être passés par les Master MEF et qui ont d'autres qui auront une formation en mi-temps. Et puis, de plus en plus, on multiplie la présence de stagiaires ou d'assistants qui découvrent les métiers de l'enseignement à partir de la L1 peut-être, la L2, la M1, etc. Et donc qui, là aussi, sont dans des établissements. Alors eux, avec des fonctions plus particulières. Il me semble que la présence de la formation initiale dans un établissement va poser rapidement un problème qui est celui des capacités des établissements et des capacités des écoles. Finalement, aujourd'hui, la logique, c'est on met les stagiaires là où on a de la place. En particulier, on utilise les décharges de chefs d'établissement, par exemple, des directeurs d'école, par exemple, parce qu'il faut bien, c'est une mécanique quand même très compliquée. Mais peut-être que l'accueil de stagiaires est une occasion de construire une politique dans l'établissement, une politique autour de la formation. Ça suppose évidemment que l'établissement a des moyens, qu'il y a un consensus dans l'établissement pour ce type de projet. Alors, est-ce qu'il faut, à ce moment-là, imaginer que certains établissements ou certaines écoles, pendant un certain temps, se spécialisent ou construisent une politique autour de la formation, bon, pas pour 50 ans, hein. Est-ce que c'est possible à l'échelle d'un seul établissement? Est-ce que c'est plutôt une affaire de réseau d'établissements ou de bassins? C'est un vrai sujet, parce qu'il paraît évident que si on veut qu'il y ait des retombées positives de l'accueil de stagiaires dans un établissement, ça suppose, on est bien d'accord, toute une politique de l'établissement qui suppose une certaine durée. On connaît aussi les problèmes d'affectation qui sont très lourds. Et là, c'est moi qui vais vous poser la question, parce que bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes chargés d'une mission d'accompagnement, de suivi de la mise en place des INSPE. Nous devons, avec Marie-Danielle Campion, rendre un rapport au mois de juin. L'une des questions qui sera sans doute soulevée dans les possibilités d'évolution, c'est celle justement d'établissements de formation ou de réseaux d'établissements de formation ou des formations en bassin. Autant je suis persuadé ex abrupto comme ça, en théorie, que c'est très bien, autant j'imagine que les conditions sont extrêmement difficiles à réaliser. Et si vous avez des idées, y compris en disant que c'est peut-être une idée totalement stupide et que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si vous avez imaginé des pratiques, si vous pensez par exemple que c'est plus au niveau d'un bassin qu'il faut réfléchir qu'au niveau d'un établissement ou d'une école, ben moi je suis preneur de vos. Oui, vous deviez bien vous douter qu'il y avait un truc qui à l'époque, si je venais, c'était pas pour rien. Donc moi, ce à quoi je m'engage, c'est à faire remonter vos suggestions, sachant que de toute façon, au mois de juin, quand on rendra le rapport, il y aura un autre ministre, etc. Mais enfin, moi, c'est un sujet qui me passionne, mais dont je ne maîtrise absolument pas le quart, quoi, parce qu'effectivement, après, c'est vraiment dans les établissements que tout ça se joue. Bon, et puis il y aura avec les équipes, avec les organisations syndicales, enfin, c'est un chantier considérable, mais moi, je serais intéressé d'avoir vos opinions si vous souhaitez le faire. Donc, on passera par Manageduc, j'imagine, n'hésitez pas.
Oui, il y a toujours des suites à nos webinaires, c'est-à-dire qu'en plus pour certains, vous allez les écouter en différé. Donc, et puis pour ceux qui nous écoutent en direct, si vous avez des suggestions à faire, évidemment, vous pouvez nous contacter pour développer une idée, une question, une critique, hein, parce que on est aussi dans cette posture d'amis critiques sur ces questions-là. François, il y a une question dans ce que tu dis. En tout cas, moi, ma réaction en tant que chef d'établissement et à partager avec nos collègues aussi qui sont directeurs d'école, la notion de géographie, et le géographe que tu es peut bien le comprendre, c'est qu'on a parfois une densité urbaine qui fait qu'on a une très grande concentration d'établissements à des distances kilométriques qui sont tout à fait raisonnables et qui nous permettent dans ces endroits-là de constituer des politiques de formation, y compris à l'échelle d'un bassin accessible. Et puis, c'est peut-être parfois plus difficile dans des territoires moins denses au niveau urbain, qui demandent plus qui ont plus de distance kilométrique et qui, du coup, qui fait que les collègues se connaissent moins, se voient moins, même si cette logique de réseau s'est quand même beaucoup développée partout. Et puis, mettre en place une politique de formation dans un établissement scolaire, ça veut dire effectivement en comprendre les besoins. Donc, c'est pas toujours évident quand on débute dans la fonction et même parfois quand on est chevronné. Il faut avoir une capacité d'analyse des besoins de la formation. En l'occurrence, on va reparler un peu de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire un lien aussi avec une politique académique et une politique nationale. Vous le savez tous, nous avons des services académiques de formation qui sont maintenant quasiment tous des DAFOR longtemps des appellations un peu différentes. Et on a des conseillers qui nous accompagnent alors là, je vais être très second degré. Au niveau du premier degré, il y a des collègues qui nous corrigeront ou qui compléteront, peut-être moins pertinent. Mais au niveau du second degré, on a des conseillers qui peuvent nous accompagner pour mettre en place ce qu'on appelle des formations d'initiative locale qui correspondent à des besoins de formation sur l'établissement ou sur le bassin. Ça peut être une mise en musique sur le bassin. Pour ce qui est de la formation dans le premier degré, oui, ce sont absolument maintenant des EAFC, absolument. Les acronymes changent tout le temps. Il est tout neuf, hein, celui-là. Oui, vous voyez, il est déjà. On a l'acronyme, mais on commence à les mettre en place. Oui. Merci, mais j'y reviendrai sur la formation continue, parce que là, c'est justement, on distingue un peu pour essayer d'être clair, la formation initiale, la formation continue, mais le problème est global au niveau des académies. C'est bien pour ça qu'on imagine ces écoles académiques. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes logiques premier, second degré. Hein. Il y avait la réaction tout à l'heure de dire école, tout à fait, parce qu'on a parfois on raisonne second degré. La politique de formation continue, elle se dessine avec les IEN et avec les 108 heures de formation qui sont à destination des personnels du premier degré. J'aurais tendance à dire qu'ils sont quand même… c'est très calibré et très adapté aux réalités. Dans le second degré, on pourrait s'en inspirer. Et puis pour reprendre à partir de ce que tu disais, c'est vrai que c'est une chance pour un établissement scolaire d'accueillir des nouveaux, mais c'est quelque chose à construire. C'est pas forcément évident. Et ça c'est notre métier de chef d'établissement, il faut être dans une dimension d'accueil. Merci Christelle de rappeler 18 heures. Oui, c'est 18 heures, oui. Pardon, j'étais sur un volume beaucoup plus grand. Merci Christelle. Pour ce qui est de l'accueil des nouveaux, là on a, alors là aussi en fonction des territoires, on peut se retrouver avec en éducation prioritaire dans des coins qui peuvent être difficiles. Il y a un turnover important. Le 93 est connu pour ça. On renouvelle quasiment un tiers de nos équipes, parfois la moitié de nos équipes d'une année sur l'autre. Donc, on accueille par définition beaucoup de collègues stagiaires, contractuels. François a parlé des nouveaux statuts, effectivement, c'est pas simple. Et là, on a vraiment un rôle à jouer en tant que chef d'établissement, de rassurer les collègues, de constituer des collectifs
pour accueillir. Et ça renvoie à ce que tu disais tout à l'heure, c'est d'essayer de développer une logique d'équipe dans les disciplines. Alors dans les disciplines qui s'y prêtent, en général, on a plusieurs professeurs de lettres, plusieurs professeurs de mathématiques, plusieurs professeurs d'histoire-géographie. Et on peut avoir un pôle artistique où on regroupe la musique, les arts plastiques et le PS. Enfin, on peut construire des logiques d'équipe pour renforcer la capacité d'accueil des nouveaux et profiter de leur regard. François le disait très bien, ils arrivent aussi avec une formation initiale qui est toute neuve et qui parfois permet de faire bouger les choses. Par exemple, sur l'évaluation par compétences, il y a eu des moments de résistance dans certaines équipes. Et puis finalement, avec l'arrivée de plus en plus importante de nouveaux collègues qui n'étaient formés que à l'évaluation par compétences, on s'est retrouvé dans des positions où les gens qui ne voulaient pas entendre parler de ça se sont retrouvés plus minoritaires dans les établissements. Et du coup, aujourd'hui, on construit des cultures où on a plus facilement réussi à faire de l'évaluation par compétences. Voilà. Donc, alors, il y a Benoît qui nous fait remarquer que dans une logique ascendante et dans un mouvement d'autonomie de l'école-établissement, la problématique n'est pas de réussir à ancrer, n'est-elle pas de réussir à ancrer le développement professionnel des équipes dans l'articulation entre besoins des enseignants et besoins d'apprentissage des élèves. C'est parfaitement résumé. Oui, alors peut-être que je vais revenir un petit peu sur la formation continue, ce qui permettra d'avancer, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que on raisonne en chef d'établissement, mais le chef d'établissement ou le directeur d'école, il doit être animateur, responsable d'une collectivité, et que effectivement, c'est ce que disait quelqu'un tout à l'heure dans le chat, un chef d'établissement, il n'est pas spécialiste d'une discipline, ça c'est sûr. Enfin, il a sa discipline d'origine, mais bon, par définition. Donc il y a un partage des rôles. Entre le tuteur disciplinaire, les autres membres de l'équipe disciplinaire, les autres enseignants, le personnel, et là-dedans, évidemment, le chef d'établissement a une part essentielle. Mais c'est vraiment un travail d'équipe, c'est vraiment un travail d'animation, me semble-t-il, hein, et c'est vraiment une politique. Et cette politique, comme le dit très bien Benoît, je crois, c'est ça. C'est à replacer dans une politique générale de formation des enseignants tout au long de la vie, de valorisation personnelle et professionnelle. Je crois que le mot de développement professionnel est peut-être ce qui va faire place parce que justement, on peut parler de développement professionnel des enseignants, des chefs d'établissement, des inspecteurs, et du coup, il y a des zones communes dans cette idée de développement professionnel. Je pense qu'il y a des endroits où on a possibilité et intérêt à se former ensemble. Moi, c'est ce que j'ai parfois réussi à faire dans les établissements. C'est aussi de m'impliquer dans des temps de formation avec les équipes. Pas toujours, on reviendra peut-être, on illustrera ça tout à l'heure par des exemples, mais des formations intercatégorielles, des formations interdegrés, elles ont été évoquées avec la difficulté qu'on a des organisations temporelles qui ne sont pas les mêmes. Mais il y a cette nécessité aussi de culture commune. Oui. Alors, quelques mots peut-être sur la place des établissements dans la formation continue et la formation continue et la formation tout au long de la vie telle que ça se dessine. L'idée de développement personnel et professionnel, c'est finalement une idée qui apparaît très récemment. C'est-à-dire que, sur la formation initiale, on l'a vu, ça fait 30 ans qu'on rebat un petit peu les mêmes cartes avec difficulté. Et la difficulté, elle vient toujours finalement, au bout du contact entre l'universitaire et les pratiques. Parce que tu disais tout à l'heure que finalement, un nouveau peut apporter des pratiques nouvelles et des habitudes nouvelles, on lui apprend un certain nombre de choses. Il y a aussi, on a connu, mais alors ça doit encore exister, quand ensuite il est titularisé, qu'il arrive dans un établissement, qu'on lui dit dépêche-toi d'oublier tout ce qu'on t'a expliqué à l'ISP, l'INSPE, etc. C'est pas ça la vraie vie, tu vas faire la vraie vie, on va t'expliquer. Donc ça, évidemment, c'est mortifère et ça n'apporte rien, mais bon, on part de là, donc ça sert à rien de dire que c'est pas bien. Ça n'a aucun intérêt de le dire, simplement comment on fait pour qu'effectivement ça ne soit pas. Alors dans le domaine de la formation continue, c'est finalement dans les 5 dernières années qu'on a vu émerger officiellement, je dis bien officiellement, le sujet, parce que les enquêtes internationales montraient à quel point la formation continue des enseignants était peu importante, sauf dans le primaire, elle est obligatoire, dans le secondaire, non. Elle est peu importante en volume, que finalement, c'est une formation qui
qui apportait très peu de satisfaction à ceux qui la suivaient. Peu la suivent, et en plus, ceux qui la suivent souvent étaient très déçus parce que c'est une formation descendante qui pour l'essentiel, correspond à des nouveaux programmes ou à des nouvelles réformes, on n'en demande pas. Et donc, bon, bien sûr, tout ça, c'est important de préparer tout cela, mais que dans tout cela, beaucoup de gens étaient oubliés. L'académie était oubliée. C'est-à-dire que c'est national, et puis après, on décline dans les académies ce qui a été décidé au national. Alors que les académies ont un rôle de plus en plus important, et elles sont différentes les unes des autres, avec des problématiques différentes, avec des atouts différents, avec des difficultés différentes. Donc, à partir de 2019, on a dit effectivement, le programme est national, mais une part de la formation sera dédiée aux académies. Et puis ensuite, on est allé plus loin, fort heureusement, en disant que les établissements, les professeurs dans les établissements, les projets d'établissement ont aussi des besoins de formation continue. C'est une petite révolution quand même, dans un système, encore une fois, éducatif qui était hiérarchique, descendant, avec une cascade de décisions. Alors, une fois qu'on a dit ça, il me semble qu'on a dit une chose essentielle, et on va vers effectivement un établissement apprenant, comme l'a signalé quelqu'un, Myriam, pardon. Ceci dit, on a tout dit, on n'a rien dit. C'est-à-dire que tout commence à ce moment-là. Et que comment est-ce qu'on recueille les besoins des enseignants et des équipes? Comment est-ce qu'on les traduit? Et si on a le temps, on parlera peut-être des liens avec la recherche, parce que c'est un problème qui se pose typiquement entre l'apport possible de la recherche et puis les besoins des enseignants. Comment est-ce qu'on crée une dynamique autour de ces besoins-là? Parce que ce ne sont pas des besoins individuels. Mais là, si tu veux bien, et comment après on trouve des moyens matériels, du temps, des ressources pour le construire, en étant encore une fois en adéquation avec ce qui se fait au niveau de l'académie, au niveau national. Pardon, excuse-moi. Oui, non, justement, mais je veux bien développer cette idée-là parce que c'est des petites choses qui peuvent ensuite enclencher des logiques vertueuses. On a tout à fait la possibilité, on a en fait dans nos équipes toujours des collègues qui sont des ressources précieuses. Il faut les identifier. Et c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement quand on prend la direction d'un établissement, c'est de développer cette logique de formation entre pairs. Et du coup, par exemple, on a choisi, ça fait 5 ans que je suis sur cet établissement, quand on a réfléchi sur le projet d'établissement, un des axes, on est allé justement vers un établissement apprenant pour l'ensemble de ses acteurs. Pour les élèves, ça paraît évident puisqu'ils passent 100% quasiment de leur temps en cours, mais pour les acteurs, c'est moins évident. Et du coup, on peut, ça devient des actions de formation, même si les contenus sont pas forcément très, très difficiles. Se former à l'utilisation de l'espace numérique de travail, former les nouveaux collègues à Pronote pour ceux qui ne savent pas l'utiliser. Ce sont des temps de formation qui sont relativement courts, qui permettent déjà de fédérer une logique dans laquelle on peut trouver des ressources dans son environnement immédiat et développer cet esprit d'équipe, parce que le métier d'enseignant reste un métier quand même extrêmement solitaire. On est seul dans sa classe face à ses élèves, on prépare seul ses cours. Alors, quand on arrive à avancer sur un certain nombre de sujets, on peut avoir des évaluations communes, on peut avoir des progressions communes, mais on est aussi face à des gens qui sont dans un exercice assez solitaire de leur métier. Et c'est pour ça que c'est intéressant, y compris par des petites actions de formation ou de plus grandes actions de formation. Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, les formations proposées par le niveau académique peuvent être des instants, des moments fédérateurs pour les équipes. Formés sur la question de l'inclusion, formés sur la question de la maîtrise de la langue dans toutes les disciplines. C'est des temps absolument intéressants et les collègues s'aperçoivent que d'une discipline à l'autre, finalement, il y a des choses qui sont communes. Et j'ai assisté, moi, à des temps de formation dans l'établissement précédent que j'ai dirigé, à des temps où les gens étaient étonnés de voir qu'ils avaient finalement des disciplines différentes, des didactiques différentes, mais des objets communs. Et ça, c'est hyper intéressant pour les enseignants, mais pour les élèves. Ça a beaucoup de sens pour les élèves. Parce que quand ils commencent à pouvoir faire des ponts entre les disciplines, là, on a fait des choses, on gagne vraiment quelque chose de très pertinent.
Tout à fait, bien sûr. Alors, je réponds en même temps à deux remarques là, faites par Cuny. Il parle du référentiel des compétences et des évaluations externes. Ce sont évidemment deux éléments tout à fait fondamentaux. Parce que si on dit, la grande idée aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a un continuum de formation qui commence non seulement avec les années du master MEF ou d'un autre master, mais aussi qui commence avant dans des opérations de sensibilisation au métier. Alors vous avez vu qu'il y a le nouveau parcours pour les professeurs des écoles, donc on les oublie pas. Il y a d'autres parcours des licences avec une initiation au métier dès la L2, dès la L3, et puis après, donc, il y a le temps de la formation initiale à proprement parler. Ensuite, on a mis en évidence aussi que finalement, les 2 ou 3 premières années d'exercice du métier, il fallait pas lâcher les nouveaux professeurs parce que ils avaient souvent beaucoup de difficultés, parce que sinon, dans les systèmes de formation initiale, on s'imagine qu'ils doivent savoir tout faire au bout de 2 ans et qu'on leur enseigne tout, ce qui est évidemment totalement impossible. Et puis après, donc, on en vient à l'idée d'une formation continuée, que finalement, enseigner, c'est un métier qui s'apprend, et c'est un métier qui s'apprend tout au long de la vie. Et que c'est pas seulement une question de remise à jour des connaissances, même si, évidemment, c'est important. Et si souvent, d'ailleurs, la formation interne avait pour objet de remettre à jour les connaissances, je pense à la formation au concours interne, que j'ai pratiquée avec beaucoup de plaisir pendant longtemps, mais qu'il y a aussi réfléchir sur l'école, réfléchir sur ce que c'est qu'un projet, se sentir à l'aise dans son métier, être capable aussi d'évoluer. Alors, ça pose le sujet du référentiel, parce que si on dit qu'il y a une continuité, ça veut dire qu'on a une échelle quelque part, et qu'on est capable de définir ce que doit savoir au minimum un enseignant pour commencer à étudier, ensuite avoir un niveau peut-être confirmé, un niveau expert, un niveau autre, et que ces niveaux-là permettent après des évolutions de carrière si l'enseignant le souhaite. Ça veut dire aussi que quand un enseignant devient tuteur, eh bien, il faut qu'il soit formé, que ses nouvelles compétences soient reconnues. Donc, on parle de formation certifiante ou qualifiante. Ça veut dire aussi que pour que tout ça soit évident, il faut qu'il y ait des traces quelque part. On parle quelquefois d'un portfolio. Donc, et vous voyez que tout ça est lié, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on réfléchit à l'évolution du métier d'enseignant, eh bien, ça veut dire qu'il faut être capable de le réfléchir sur l'ensemble de la carrière. D'ailleurs, le mot de carrière est un mot qu'on arrive aujourd'hui à prononcer. Il y a 10 ans ou 15 ans, on avait du mal à le prononcer. Alors, pitié pour les enseignants aussi, en particulier, il faut faire la différence entre premier et second degré. Dans le second degré, les enseignants, ils viennent vers ce métier parce qu'ils ont envie de transmettre une discipline. Donc, si on le nie, à mon sens, on va dans le mur parce que c'est les heurter et c'est ça qui les a amenés là. Ce qui les a amenés là, c'est aussi l'idée qu'il faut un métier utile pour la société. Donc, effectivement, le transdisciplinaire, l'interdisciplinaire, mais tout ça, ça se construit. Et vous, les chefs d'établissement, vous le savez, c'est toujours quelquefois difficile. Il y a des équipes éducatives qui sont, ou même quelquefois il suffit d'un ou deux individus particulièrement remontés pour rendre très compliqué une gestion collective. Mais on ne fera rien sans les enseignants. Et ça me rappelle la question de l'auto-évaluation là, que posait de l'évaluation ou de l'auto-évaluation et les évaluations externes. Si le ministère actuel a mis en place les évaluations nationales aux différents degrés, en particulier, alors là pour le coup c'est le premier degré qui a été largement mis à l'honneur, c'est pas si évident que ça, parce que c'est présenté comme une façon de permettre aux enseignants de bien mieux connaître chaque élève individuellement et donc de corriger les manques de chaque élève. D'un autre côté, ça peut être vécu, et vous avez vu que c'est l'actualité syndicale en ce moment, puisque les évaluations de cours élémentaires qui devaient se faire au mois de décembre vont être faites là dans les quelques semaines, et que ça fait dire bon, parce que ils peuvent le sentir aussi comme une espèce de façon de contrôler leur travail, éventuellement de les évaluer eux, d'évaluer l'établissement aussi, qui serait, on dira, mais attendez, vous avez vu les résultats de votre établissement aux évaluations nationales, qu'est-ce que ça ne va pas, etc. Ça existe dans d'autres systèmes éducatifs, et en particulier oui, un système éducatif anglais.
Ouais, peut-être François, si tu peux faire un petit focus là-dessus, parce que il semble ça bouge, mais doucement, et effectivement, on est très frileux en France sur ces questions-là, alors que d'autres systèmes éducatifs ont davantage intégré l'auto-évaluation, y compris, alors un sujet qui fait pousser des cris d'orfraie en France, une évaluation par les usagers, que Oui. sont les élèves, que sont les familles. Bon, on en est malheureusement, enfin de mon point de vue malheureusement, mais on en est encore très loin. Est-ce que tu peux dire un mot sur ce que tu connais des systèmes éducatifs qui pratiquent Alors, le système éducatif renvoie toujours à une conception de ce que c'est que l'enseignant. Hein. L'enseignant en France, effectivement, vous avez été nombreux à le rappeler, y compris au début dans le chat, c'est un métier individuel, parce qu'effectivement, on est toujours seul dans sa classe, même si on multiplie aujourd'hui les co-interventions. On est seul dans sa classe, on présente une discipline, pas une autre. Bon, encore une fois, dans le premier degré, les sont différentes. Et donc, il y a aussi l'idée de la responsabilité, de la liberté pédagogique, ou plutôt de la responsabilité pédagogique. Donc, l'enseignant est assez seul. Il a été fabriqué comme ça en France. Mais on pense, et si on a élevé le niveau de recrutement des enseignants au niveau du master, c'est bien à cause de ça, que c'est un intellectuel, que c'est un intellectuel responsable, que c'est un intellectuel qui doit réfléchir à sa propre pratique, qui doit analyser sa propre pratique, qui doit être capable d'analyser les résultats de ses propres élèves. Donc, quand on voit apparaître de l'extérieur un mode d'évaluation ou de calcul, et ce sera la même chose pour les établissements, puisque les établissements sont de plus en plus évalués eux-mêmes, hein, il y a même une direction spécialement créée pour ça. Enfin, c'est pas une direction, mais un office qui est créé pour ça. Le danger, c'est de faire apparaître ces évaluations comme quelque chose d'extérieur pour dire, voyez, vous ne faites pas bien votre travail. Vous faites bien votre travail, ou c'est pas comme ça qu'il faut faire votre travail. Si c'est perçu comme ça, et c'est un peu ce que tu disais, Laurent, c'est ce qui se passe en ce moment, ben c'est très compliqué. Ça veut dire que, à mon sens, hein, mais bon, on ne peut plus me fusiller maintenant, je suis honoraire, mais une évaluation n'a de sens et de portée réelle que si les critères d'évaluation, les modalités d'évaluation, les finalités de l'évaluation sont discutées en amont, sont partagées en amont. mais En c'est vraiment, particulier ouais, c'est avec vraiment les le enseignants. pilotage, Et c'est le pas seulement pilotage les enseignants, partagé. parce que, Ouais, ouais. parce que Non, mais pardon, le vas-y. mot-clé, c'est celui de confiance, on est bien d'accord, et c'est pas forcément. La loi s'appelle la loi pour l'école de la confiance, mais c'est pas inné, ça se décrète pas, ça se construit, et on en est bien là. Moi, j'ai le sentiment quand même qu'on est arrivé au bout d'un cycle et que beaucoup de choses peuvent changer dans le système éducatif, mais si on arrive effectivement à créer un consensus autour de ce que c'est que l'école, de ce que c'est que le métier d'enseignant, parce que tu parlais de certains systèmes étrangers. Bon, le système anglo-saxon, il y a un système de référentiel calibré, il y a des évaluations calibrées. Moralité, quand on discute avec quelqu'un qui avait mis pendant 20 ans en place ce système, il nous dit mais de toute façon ça ne marche pas parce que les enseignants le contournent, parce qu'ils ont le sentiment que c'est un système de contrôle. Tu as aussi la tentation de se dire mais après tout, il y a d'excellentes études scientifiques qui montrent comment il faut faire pour un certain nombre de domaines, et bien après tout, l'enseignant n'a qu'à lui donner la méthode, et c'est ce qui se pratique dans les écoles américaines, où finalement il y a une méthode qui a été élaborée par les plus grands esprits, plus scientifiquement, et puis que l'enseignant est chargé d'appliquer. On n'en est pas là en France. On a une ambition sur le métier d'enseignant et sur ce que c'est qu'un enseignant qui est beaucoup plus élevée. D'un autre côté, cette ambition-là ne doit pas conduire l'enseignant à se considérer trop comme une profession libérale, ne rendre compte à personne et pas lui-même. Il y a eu quand même quelque chose de tout à fait étonnant pour moi, c'est que bon, j'ai participé à la mise en place des nouveaux rendez-vous de carrière à l'inspection générale, j'étais encore en charge à ce moment-là, et il était question, vous le savez, dans ces nouveaux rendez-vous de carrière, de demander à l'enseignant une auto-évaluation. Ça a été rejeté, alors qu'au départ, ça devait être un élément, parce qu'il y a eu un tollé de tous côtés, des enseignants et des organisations syndicales, parce que cette démarche-là leur est apparue comme suspecte, comme une démarche de contrôle, finalement. Et d'un autre côté, ces systèmes d'évaluation, d'auto-évaluation, bon, je connais un peu les établissements d'enseignement supérieur, l'HCRS, ça commence toujours par un document d'auto-évaluation fourni par les équipes de l'établissement. Alors, le CNESCO, je ne sais pas si vous avez pu le voir, et puis vous aurez les actes dans quelques semaines, a tenu une conférence de comparaison internationale sur les politiques éducatives.
Et il y avait en particulier un exemple tout à fait étonnant au Chili, où finalement l'évaluation des enseignants repose sur l'auto-évaluation, plus l'évaluation du chef d'établissement, plus une éventuelle inspection, donc quelque chose d'approchant, etc. Et évidemment, il est facile de montrer que quand on demande aux enseignants de se situer dans une échelle de bien à excellent, ou de pas très bien jusqu'à excellent, l'auto-évaluation, ils sont à 80% excellents. Bon, c'est normal, mais d'un autre côté, cette démarche d'évaluation, après d'autres la font, hein, et il semble que le système, finalement, permette aussi, malgré tout, de faire progresser les gens dans la confiance et dans l'idée que, de toute façon, parce qu'il faut quand même le dire, on est tous au service des élèves. Notre boulot, il est là. Hein, et Dieu sait qu'on n'en manque pas, parce que l'école ne mérite pas toutes les critiques qu'on lui fait, loin de là, mais l'école échoue sur un certain nombre d'élèves, en particulier les élèves de milieu modeste et de milieu pauvre, et ça, c'est pas tolérable. Hein, je veux dire, la question. Alors, excusez-moi, je crois que je me lance là-dessus, mais les questions d'égalité des chances, quand on voit que dans le système français, apparemment, tel que mesuré, non seulement les écarts sociaux ne se comblent pas, mais d'une certaine façon, les écarts sociaux Oui, on aurait sont tendance à confirmés. renforcer, C'est pas malheureusement. possible. Je m'excuse, mais ça, c'est pas possible. C'est pas admissible. Alors François, il y a quelques questions dans le Oui, chat et je voulais moi redonner ben, je t'en prie, oui. une petite couleur aussi chef d'établissement. Justement, moi quand je me retrouve confronté à des équipes qui refusent l'évaluation, alors j'ai pas de magie et je n'ai pas forcément de résultat, mais au moins je porte cet argument dont tu as parlé. Nous sommes des professions intellectuelles. Comment est-ce qu'on peut, en étant des professions intellectuelles, accepter de ne pas regarder ce qu'on produit? Et voilà, ça mérite au moins de pouvoir discuter. C'est comme ça qu'on fera bouger les lignes. Il y a plusieurs remarques sur la nécessité et la difficulté de libérer des espaces de temps de travail collectif. C'est vrai. C'est vrai, et on a pourtant quand même un tout petit peu de marge de manœuvre. Ça se fait malheureusement parfois au détriment de certains cours supprimés, mais banaliser 2 heures un matin ou 2 heures un après-midi, c'est effectivement des cours perdus, mais à un moment donné, quand vous avez un collectif d'enseignants à qui vous donnez du temps et de la confiance, c'est finalement ces heures-là, elles seront assez vite rattrapées par un collectif enseignant qui va développer ses pratiques, développer sa réflexion. Donc c'est un investissement, à mon avis, qui est à prendre, et c'est aussi une manière de montrer le terme est un terme anglais, enfin son autorité, mais son leadership, c'est-à-dire de dire voilà, vous êtes des professions intellectuelles, vous avez besoin de temps ok, on vous demande, il y a une commande, ou vous estimez qu'il y a une nécessité de travailler sur des devoirs communs ou sur une harmonisation ou sur comment accompagner la grande difficulté des élèves. Libérer du temps, c'est quand même quelque chose qu'on peut faire. Et d'un autre côté aussi, c'est pour des collègues qui sont à temps partiel ou qui ont on organise des emplois du temps, on a quand même un savoir-faire et ils ont des temps libres. Si on organise des formations sur du temps libre, trouver les moyens, c'est plus facile dans le second degré. Je sais que c'est pas possible dans le premier degré. C'est rémunérer cette participation à la formation parce que c'est un temps de travail. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec François sur le développement professionnel. Et ça fait partie des pistes de réflexion qu'on a aujourd'hui. Et François, peut-être tu peux nous en dire un mot sur est-ce que ce temps de formation doit avoir lieu systématiquement sur le temps de travail, parce que ça pose aussi des problèmes d'organisation dans les établissements scolaires. Alors, d'abord, merci à Cuny là, pour citer Jean-Paul Delahaye, qui est un ami, et qui publie des livres remarquables. Mais voyez, là aussi, la question de la pauvreté, du sort des enfants pauvres, elle émerge là en 6 mois. Il y a eu 4 ouvrages pratiquement sur le sujet, dont 2 ouvrages de Jean-Paul Delahaye. Voilà, ça prouve quand même que les choses bougent et bougent dans le bon sens. Mais bon, il y a du boulot, hein. Ça c'est tout à fait évident. Alors, à partir du moment où une évolution est présentée comme une contrainte et que cette contrainte est appuyée d'une certaine façon sur la culpabilisation des gens en leur disant, enfin écoutez quand même, regardez les résultats internationaux, regardez PISA, etc. Alors pendant 10 ans, on a dit ça nous intéresse pas parce que c'est pas comme chez nous, c'est pas le même système éducatif. Bon, ça, on en est passé à autre chose. Mais si les enseignants ont le sentiment que finalement, on leur dit, vous êtes mauvais, regardez les résultats à PISA, donc on va vous expliquer comment il faut faire.
à partir de ce moment-là, si cette espèce de sentiment diffus s'installe, tout devient compliqué. Tout devient compliqué parce qu'on n'est pas d'accord sur pourquoi on le fait, on n'est pas d'accord sur les raisons, sur les façons dont on va le faire, on n'est pas d'accord non plus sur une reddition de comptes à des moments donnés. Parce que on multiplie les réformes en France, on ne les évalue pas franchement, puis on attend toujours la réforme définitive qui va permettre enfin de résoudre les problèmes. C'est une idée absurde. Il n'y a pas de réforme miracle descendant d'en haut pour arriver jusqu'en bas qui va régler toutes les questions à la fois. C'est pas possible. Ou alors on change de régime. Ça, c'est possible. Mais bon, c'est pas franchement ce qu'on souhaite. Donc, voilà, il faut se défaire d'un certain nombre de mauvaises habitudes. Mais encore une fois, ça ne se fait que dans la confiance, dans la concertation et dans l'ouverture. Enfin, je veux dire, si on met les cartes sur table, aucun enseignant n'a envie de voir échouer ses élèves, ça c'est évident. Et je pense que beaucoup d'enseignants sont malheureux de voir que finalement, il y a une part d'élèves, alors selon les statistiques globales, on dit c'est en gros l'école réussit bien pour les 2/3 ou les 3/4, 4/5, enfin bon, ça dépend ce qu'on appelle réussir aussi. Mais ceux qui ne réussissent pas, et en particulier quand il y a concentration des non-réussites dans certains établissements, c'est épouvantable. Je veux dire, c'est pas tenable. Donc, il faut, je crois, essayer de s'appuyer là-dessus, parce que, en fait, ce qui est à revoir, c'est la totalité du dispositif. On parlait tout à l'heure des espaces-temps, du travail collectif, mais évident, c'est évident, je veux dire, en particulier pour le second degré, à partir du moment où tout est construit à partir des disciplines, ça s'est construit comme ça. Il faut, et puis qu'on le calcul du temps de travail se fait par calcul hebdomadaire, on a là une contrainte considérable. Alors que finalement, une annualisation du temps de travail, mon Dieu, quelle horreur. Enfin, il y a quand même des enseignants qui le font, c'est dans le supérieur. Et c'est un élément de souplesse évident. Mais là encore, il faut être capable de l'expliquer, il faut être capable de prendre le temps de l'expérimenter. On parlait tout à l'heure de la formation pendant les vacances, en gros, puisque c'est un petit peu ça que tu évoquais tout à l'heure. Est-ce que ça doit se faire, enfin, en particulier pour le second degré, la formation, elle se fait pendant les heures de présence dans l'établissement avec des problèmes de remplacement considérables. Ce dont je suis sûr, pour l'avoir vécu, c'est que quand on propose à des enseignants une formation pendant les vacances, mais qui correspond à ce dont ils sentent avoir le besoin, que c'est une formation qui n'est pas descendante où on vient leur expliquer ce qu'il faut faire, surtout quand on n'est pas soi-même dans ces circonstances-là, mais où on essaye de travailler sur le long terme, de travailler en commun, de les rendre acteurs de leur formation, ils y vont. Et regardez ce qui se passe avec Synlab ou d'autres, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une vraie demande chez les enseignants d'endroits pour travailler différemment, d'endroits pour travailler en collectif, etc. En Donc, tout cas, c'est une piste d'évolution. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il faut aller, tu l'as évoqué dans ta présentation, il faut aller vers à la fois probablement la rémunération des enseignants qui s'engagent sur ce temps-là et sur des formations qui soient certifiantes, qualifiantes, diplômantes, on leur donnera le nom qu'on veut, mais qui permet aussi ce développement professionnel qui permettra aussi peut-être d'évoluer professionnellement vers telle ou telle spécificité. La difficulté aujourd'hui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le terme carrière est finalement assez récent. On va avoir des enseignants, et il n'y a pas de hiérarchie dans ce que je vais donner comme exemple. On a des enseignants qui vont rester 35 ans sur le même établissement et qui vont faire un boulot remarquable, hein. Et puis des enseignants qui vont changer d'établissement tous les 3, 5, 7 ans parce que voilà, ils ont envie d'évoluer géographiquement ou changer de public. Mais il devrait, enfin voilà, c'est intéressant dans cette idée qu'on a développée. Et quand on a préparé, on a parlé d'ordre des professeurs. Il y a un ordre des médecins, il y a un ordre des avocats. Et je crois que quelque part, cette idée de déontologie, d'éthique et d'ordre professionnel est intéressant à développer. C'est Éric de Barbieux qui a lancé cette idée il y a déjà un moment. Mais ça permettrait aussi d'éclairer cette idée de développement professionnel. Et comme tu l'as très bien dit, François, c'est un métier intellectuel. La formation initiale ne suffit pas enfin, elle est absolument essentielle et elle est souvent frustrante
C'est le cas aussi quand on est formation de PERDIR. Moi, je me souviens où ma formation, j'étais CPE avant, formation de CPE, la préparation du concours était passionnante. La formation initiale, on avait envie d'aller en établissement. Et c'est bien normal. Et ensuite, derrière, une formation continue qui soit capable de s'adapter aux réalités. Mais c'est là où aussi, tu l'as dit tout à l'heure, je pense qu'il faut avoir une vision positive de notre système. Il évolue, les évolutions sont parfois lentes, mais si la formation continue à évoluer, c'est aussi parce que les chiffres, il y a une quinzaine d'années, c'était 50% des enseignants qui n'allaient pas en formation continue. Et sur les 50% qui y allaient, la moitié, c'est un quart, y allait pour des formations du type concours interne pour évoluer professionnellement. Donc des formations didactiques, disciplinaires ou transdisciplinaires étaient finalement assez peu suivies. Et aujourd'hui, je pense que ça évolue et tu as raison. Enfin, être prof a un succès considérable, notamment chez les jeunes enseignants. Manageduc, on est très content d'avoir de plus en plus de gens qui viennent écouter, mais proposer aussi des réflexions. Donc, on voit bien qu'on est probablement à une croisée des chemins sur ces questions de formation et d'articulation entre formation initiale, formation continue et puis développement, analyse de pratique, développement de professionnels. Et pour revenir sur l'idée de l'établissement, pour éclairer un peu les collègues chefs d'établissement, quand je suis arrivé sur l'établissement que je dirige, il y a une collègue coordo du PE2A qui arrivait aussi et qui était en lien avec le CASNAV et qui m'a dit, voilà, il y a la possibilité de faire une formation sur l'inclusion dans l'établissement. Et je lui ai dit, écoutez, super. Et c'est elle qui a été ambassadrice de la formation. C'est-à-dire que je lui ai dit, c'est vous qui allez aller en salle des professeurs présenter la formation. Parce que si c'est moi qui y vais, d'abord, les collègues ne me connaissent pas encore. Et de toute façon, ça va être, c'est le truc descendant du nouveau chef. Et en fait, quand c'est un professeur qui s'adresse au professeur, il y a eu 18 collègues qui se sont inscrits sur 35 profs titulaires, soit quasiment la moitié de la salle des profs. Et ça a été extrêmement intéressant. Et alors, pour le coup, il faut dépasser la notion d'année scolaire. C'est le genre d'initiative qui porte ses fruits sur plusieurs années. Ça crée du collectif, ça permet de poser des questions et surtout parfois de faire émerger des besoins ou des idées qu'on va pouvoir mettre en musique avec l'organisation de la répartition de la DSG 6 mois plus tard. Donc il faut surtout pas hésiter à faire aussi de nos collègues des ambassadeurs et des responsables de formation. Vous le savez, on nous demande de nommer des référents sur à peu près toutes les thématiques possibles. On a des référents égalité filles-garçons, défense, et on va avoir des référents formation. On a beaucoup moins de volontaires que de référents. Mais sur la question des référents de formation, je pense que c'est quelque chose qu'on a intérêt à partager avec les enseignants, et y compris après dans les dynamiques du PPCR. C'est-à-dire que quand les collègues vont s'engager dans cette dynamique-là, quand ils sont dans les moments où les inspecteurs viennent faire l'entretien de carrière, ça peut être vraiment intéressant d'être dans cette dynamique-là. Et nous, en tant que chef d'établissement, on a besoin des corps d'inspection aussi, qui viennent faire des animations d'équipe et qui nous donnent du contenu que forcément on n'a pas le temps de creuser, alors selon qu'on a été enseignant ou pas, mais on a besoin aussi de cet éclairage. Et là, il y a un pilotage partagé de la formation aussi avec les corps d'inspection. Peut-être, François, tu peux en dire un mot. Oui, tout à fait. Je pense que on parle beaucoup des professeurs, on parle des chefs d'établissement, mais évidemment les inspecteurs et puis les professeurs formateurs académiques ont un rôle essentiel à jouer. Et c'est un rôle de collectif, là encore. Moi, j'ai été frappé parce qu'il y a eu une expérience sur les cours préparatoires à Paris il y a 2 ans. Les écoles qui étaient particulièrement en difficulté. Donc, il y a eu une grosse opération de formation qui a duré pendant 2 ans et qui a porté ses fruits, visiblement. Et l'une des conclusions qu'avait tenue un professeur des écoles qui avait suivi cette formation, c'est de dire, ça m'a beaucoup intéressé parce que pour une fois, on avait du temps. C'était pas seulement 1 heure ou une demi-journée ou une demi-journée. On y est allé plusieurs fois. On avait quelquefois 2 ou 3 jours consécutifs. Et puis surtout, on a eu le sentiment que les gens qui venaient les inspecteurs, les chercheurs qu'on rencontrait, ils dialoguaient vraiment avec nous. Et d'une certaine façon,
ils avaient changé d'opinion les uns sur les autres. Et les inspecteurs aussi, finalement, avaient découvert que le dialogue avec les enseignants les enrichissait réciproquement. Voilà, c'est ce genre de mécanisme qui est essentiel. Donc, ça veut dire que on parle de confiance, mais la confiance, elle est là aussi. Je veux dire qu'on est tous au service de la même cause, qui est le service de l'école pour la réussite des élèves. Enfin, je veux dire, ça va de soi, quel que soit l'endroit du système éducatif dans lequel on se trouve. Donc, opposer les catégories les unes aux autres, c'est catastrophique. Et puis, dans notre système, quand même, il y a quand même des mots qui sont quand même très amusants, parce qu'on parle beaucoup d'autonomie, mais finalement, on dit genre, soyez autonome, enfin, ce qui est quand même un petit peu paradoxal, mais bon, je dis ça comme ça, moi. Et puis le mot de responsabilité. Et franchement, dans la formation, mais je n'ose dire que pour les personnels de direction, c'est la même chose, bien sûr que non. Mais je veux dire, on a affaire à des gens qui ont un haut niveau de formation, et souvent leur formation les réduit à être des élèves. C'est complètement illogique. Je veux dire que il faut aussi que, et c'est vrai aussi des futurs enseignants dans les INSPE ou ailleurs, si on ne les engage pas à produire eux-mêmes, si on ne leur apprend pas à travailler en collectif, c'est pas la peine de s'étonner qu'ensuite ils aient du mal avec le collectif ou qu'ils attendent tout. Je veux dire que c'est pour ça que, encore une fois, moi, je ne suis pas défaitiste du tout, puis c'est insupportable, puis on n'a pas le droit d'être défaitiste pour l'école, ou alors d'autres s'en occuperont de l'école, hein, ça c'est clair, si des solutions existent déjà, et à ce moment-là, il y a les gens qui sauront où aller à l'école, et puis les autres, et puis ce sera toujours les mêmes dans les deux catégories. Bon, enfin, ça, c'est un choix politique, à la limite, un choix de société. Donc je ne suis pas pessimiste, mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais on ne le fera que dans la clarté sur les objectifs, sur les moyens, sur les caps qu'on se fixe et s'il n'y a pas des redditions de comptes régulières et un dialogue régulier. Oui, alors, vous dites l'articulation des formations individuelles demandées par les établissements et le projet de formation d'établissement, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il faut arriver à mêler les deux et pas dire c'est l'un ou c'est l'autre. Mais bon, alors, c'est facile de dire ça quand on est retraité, entre nous soit dit, tranquillement chez soi. On sait que derrière, il y a des problèmes d'emploi du temps, il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes de temps libre. Mais c'est plus un état d'esprit, si vous voulez, qui me semble essentiel et dans lequel, finalement, vous avez un rôle essentiel. C'est-à-dire de créer ce collectif autour d'un certain nombre d'objectifs partagés. Oui, et ça peut rentrer par plein de sujets. J'ai travaillé sur un établissement qui avait une image très dégradée et ça a pris plusieurs années, mais on a, par des actions de formation à la fois sur la maîtrise de la langue dans les disciplines, qui a permis de créer un esprit d'équipe. On a ensuite travaillé sur d'autres temps de formation, sur le climat général, et on a vraiment changé les choses, et ça a eu une influence sur les résultats des élèves. C'est-à-dire que c'était un établissement où il y avait 65% de réussite au brevet, beaucoup de conseils de discipline, un turnover important, et en même temps des gens qui étaient là depuis longtemps. Et sur 6 années, on est arrivé à avoir 80-85% de réussite au brevet. L'image est restée très, très difficile, hein. C'est pas de la magie dont je parle, mais à l'intérieur de l'établissement scolaire, il y a eu vraiment beaucoup de choses, et c'est des cercles vertueux qui peuvent être enclenchés par la formation. Il y a Nora qui parle du programme phare, qui va effectivement être un dispositif de formation intéressant parce qu'il est intercatégoriel. Vous allez avoir des enseignants, des CPE, des personnes du pôle médico-social. Là, aujourd'hui, il nous reste quelques minutes. Je pense qu'il est absolument nécessaire de s'emparer de tous les dispositifs de formation dans les établissements scolaires pour créer du collectif, parce que nos élèves ne sortent, et nous-mêmes en tant qu'adultes, nous ne sortons pas indemnes de ces presque 3 ans de crise sanitaire. Il y a un très très grand désarroi des adultes, mais qui ont quand même souvent plus de ressources. Il y a un très grand désarroi des élèves qui se traduit de plein de manières, par la démotivation, par l'absence, par le renoncement très rapide face à l'effort. Et on va avoir besoin de se serrer les coudes, de se connaître davantage, donc de prendre du temps par moment pour s'accompagner les uns les autres. Moi, j'ai souvent coutume de dire que si on s'occupe bien des adultes dans un établissement scolaire, ils s'occuperont bien des élèves. Ça, c'est sûr. Et la formation est un instrument pour développer aussi, enfin, c'est aussi ça, hein, la notion de développement professionnel. C'est que normalement,
on est quand même censé s'épanouir au travail. Enfin, Oui. il ne faut pas perdre ça comme objectif, même dans des métiers comme les nôtres qui sont très difficiles et qui ont été encore plus difficiles dans les 3 années qu'on vient de connaître. Alors, simplement, je veux pas, on arrive au bout là, je ne veux pas prendre trop de temps, mais la Covid n'a pas eu que des effets négatifs. Et en particulier, ça a changé l'image des enseignants vis-à-vis des parents. Ils sont perçus que c'était quand même un métier qui s'apprenait. Ça a montré aussi l'importance du collectif. Ça a montré qu'il y a un vrai dynamisme, contrairement à l'image reçue chez les enseignants, parce qu'il a fallu qu'ils se débrouillent cette fois-ci. Et donc, il y a eu beaucoup. Alors, il y a des gens qui ont été laissés pour compte, il y a des gens qui ont perdu pied, mais collectivement, la réaction a été forte. Ça a montré le rôle des parents, et ça c'est important. Ça a montré le rôle des territoires et des collectivités, parce que, encore une fois, l'enseignement, c'est pas seulement l'affaire des enseignants, c'est pas l'affaire des chefs d'établissement, c'est l'affaire de la collectivité. C'est une certaine idée que la collectivité se fait de ce que doit être l'école, et que ça repose après sur des procédures et surtout une logique de confiance. Vraiment, c'est essentiel. Hein, il faut pas. Et il y a quand même un dernier point. Comment se fait-il que plus d'1 million de personnes, en gros, viennent tous les jours dans les établissements scolaires et les écoles et les établissements pour faire un métier de plus en plus difficile, mal payé et mal considéré? Il y a un vrai sujet, hein, parce que normalement, ils devraient s'en aller. Donc, s'ils s'en vont pas, c'est qu'ils ont le sentiment que leur métier est utile à la collectivité et qu'ils sont porteurs de quelque chose de ce que c'est que la nation. Et si on casse ça, on peut le casser, mais ça sera sans moi. Merci beaucoup François, merci pour Merci à vous. vos remarques, vos questions. Comme vous le savez, on est dans une dynamique, donc on ne s'arrête pas sur cette réflexion. N'hésitez pas à contribuer à ManagerEduc, hein, cette plateforme, elle est à votre service. Merci François pour cet éclairage et ce regard sur l'ensemble des dispositifs de formation. On voit quand même qu'il y a une évolution et une prise en compte de plus en plus importante de ces notions-là. Et on va continuer à trouver du sens à ce qu'on fait chaque jour. Merci à tous.